Mats Pedersen, grand vainqueur de ce premier week-end de Giro. On va en parler et pour ce faire, je suis avec Hugo. Comment vas-tu? Ça va super, comme tu l'as dit, premier week-end du Giro, ça fait plaisir. Déjà première journée de repos, c'est un peu triste, on est un peu sur notre fin, après seulement 3 jours on va dire. Et oui, Mats Pedersen, grand vainqueur de ce week-end, qui est en rose pour finir ce week-end, mais qui a aussi remporté 2 victoires d'étape. Lidl Trek qui est littéralement au-dessus du lot, non? Je pense que c'est le mot, on veut dire. Bah oui, 2 étapes en ligne pour le moment, 2 victoires avec Pedersen qui est très fort. Je vais pas dire sans concurrence, mais avec un train incroyable, donc très difficile à battre aussi grâce à ça. Quelques gars qui auraient pu lui poser un peu des problèmes, comme Van Aert, qui n'est peut-être pas encore au top en ce début de Giro. Donc je pense que Pedersen est très bien, très fort, très en forme, on le savait. Ils font que confirmer. Je pense que tout le monde est axé autour de Pedersen. On voit même dans le final, même Chicone faire des relais, alors que lui est quand même là au départ pour le classement, ou en tout cas pour les étapes plus montagneuses. Donc non, en tout cas, c'est beau à voir. Et comme moi aujourd'hui, il est en rose pour le moment. Je pense qu'il gardera son maillot encore quelques jours, jusqu'à peut-être vendredi maximum, si pas mercredi. Donc voilà. Et sinon, on a quand même vu un truc. On va parler des étapes une par une juste après. Ouais. Mais au niveau des coureurs du classement général, on a quand même vu un Roglic déjà très fort très tôt, qui a d'ailleurs pris le maillot, heureusement pour l'équipe, pour ne pas contrôler depuis le début. Il l'a perdu dès le lendemain au profit de Pedersen, comme on vient de le dire. Mais déjà très fort, je ne m'attendais pas à le voir si fort sur un chrono. Certes court, certes ça lui convient, mais il a déjà frappé, je pense, un grand coup dans le psychologique de ses adversaires. Ouais, je suis d'accord avec toi. Vraiment, un week-end réussi. On va revenir étape par étape. Le dimanche, on va commencer par le plus récent. C'était une étape peut-être plus dure que ce qu'on pensait ou moins dure pour toi? C'était une étape quand même assez difficile parce qu'on a vu que la majorité des gros sprinteurs sont pas passés. Il y avait un dernier col assez loin de l'arrivée, mais assez dur. Puis une descente au départ un petit peu technique, puis surtout après très roulante, Ouais. où on est redescendu quand même assez bas en altitude. Donc en fait, il y a eu beaucoup de vitesse dans ce final. Et puis après, les trains se sont mis en route dans les 5-10 derniers kilomètres. Donc finalement, oui, c'était à 40 km de l'arrivée, mais si on enlève la descente plus le final, ça a fait crouler tout le temps. Donc personne n'est vraiment revenu, à part un Corbin Strong qui a su revenir à un moment donné, et certains groupes dans le haut de la descente, mais sinon c'est tout quoi. Ouais, là où je trouve que Pedersen a été très fort, mais il aurait pu être ennuyé par un Corbin Strong qui, on va dire, meurt proche de la victoire. Il est quand même pas si loin que ça. C'est peut-être cette poursuite qui lui a coûté dans le final. Comme peut-être, si on prend la première étape, Wout van Aert, ce qui lui a coûté, c'est de se mettre peut-être à bloc dans la montée. On voit qu'il pète juste avant le sommet. Enfin, il pète, il reste même dans le groupe, mais il se fait vraiment redescendre du groupe. Est-ce que c'est pas ces deux petits moments-là qui ont fait que Mats Pedersen a pu réussir son sprint, a pu les battre au sprint? Parce que certes, il était le plus fort, le plus rapide peut-être, même il me semblait quand même prenable au sprint. Oui, après c'est compliqué, hein. La différence entre Pedersen, comme je l'ai dit, c'est que lui, il a un super train, une équipe très forte, un Matthias Vacek qui est encore très très fort, un Dan Hule aussi, qui font des gros bouts de relais dans le final assez incroyables. Il est toujours emmené parfaitement et déposé par un Vacek à 150-200 mètres de l'arrivée d'une manière incroyable. La différence, c'est que Strong, oui, quand il est revenu, il avait notamment l'aide de Fuglsang, mais il est quand même seul dans le final, il est tout seul. Van Aert, ça a été un peu la même chose, en tout cas dans les derniers kilomètres. Donc je pense que en dehors de ces deux efforts que tu viens de citer, c'est aussi le fait que lui est super entouré, super train, comparé aux autres qui sont un peu tout seuls. J'aimerais bien aussi parler d'un Olar qui vient de faire troisième sur cette troisième étape, comme à la première d'ailleurs. Qui moi j'aimais déjà bien ce coureur, mais là 3 jours de Giro, c'est bon, j'adore, il se place tout seul. Moi je l'ai regardé hier, j'ai regardé que lui dans les 2-3 derniers kilomètres quand j'ai re-regardé la course. Et il était toujours placé. Il est dans la roue de Pedersen à chaque fois, il arrive à se battre, il perd la position, il revient tout seul. Et il fait quand même un très beau sprint en faire troisième. Pareil à la première étape. Il est même devant Van Aert au dernier Ouais. virage. Van Aert qui le remonte un peu. Mais lui par contre, il est tout seul, tout Ouais, seul, tout ouais. seul. Donc chapeau. Ouais, il se battait pour la première étape pour avoir la roue de Van Aert avec Bussato, avec
Je pense même que Romain Bardet s'était mis dans le lot. Pitcock aussi qui était Ouais, pas très loin, Pitcock. hein. Donc je pense que ben il a su quand même se débrouiller pour repasser devant Van Aert. Et passer devant Van Aert, c'est quand même quelque chose qui, on sait, il y a beaucoup de respect dans le peloton, il y a beaucoup de... Et ça montre il a peur de rien et qu'il peut faire des résultats. Maintenant, t'as raison, on a parlé de l'équipe Lidl Trek. Est-ce que Vasech est un futur grand pour toi? J'ai envie de dire oui, j'ai envie de dire on le savait déjà un peu depuis l'année passée. Il est très fort, il a beaucoup de qualités. Et des qualités presque semblables, j'ai l'impression, à Mats Pedersen, c'est-à-dire un mec, c'est pas simplement un simple sprinter, il roule très très bien aussi. On l'a vu au chrono, ils font intergrouper Trek à 3, on en parlera après. Mais il est très fort sur beaucoup de terrain, on l'a vu sur les classiques. Et je pense qu'il cible bien ses objectifs. Là, il a l'air super en forme, alors que depuis le début de saison, on a l'impression qu'il était un peu en dedans, même s'il est encore jeune. Donc non, je pense que c'est un gars qui, avec ces qualités-là en plus, et avec une belle pointe de vitesse évidemment, peut aller chercher de belles victoires. Et ouais, un peu un style de Mats Pedersen, j'ai l'impression. Son objectif, c'était le maillot blanc. Il avait dit que le but, c'était d'accompagner Mats Pedersen sur la première étape, puis sur le chrono, faire un bon chrono pour pouvoir espérer avoir le maillot blanc. Ce qui se passe, parce qu'il est encore maillot blanc après la troisième étape, donc l'objectif est atteint. Maintenant, parlons d'un autre coureur de chez Lidl Trek. Tu as parlé de Chicone qui se sacrifie, pas sacrifié, mais qui travaille pour l'équipe. Est-ce que pour toi, ça aura un impact sur le classement général futur? Sur son classement général à lui, non, je pense pas. Je pense qu'en plus, c'est dans une dynamique d'équipe positive qui gagne et participer un peu à ça. Je pense pas que ça aura une grosse incidence. Aller tirer pendant 20 km dans un col ou même en début d'étape. Là, je pourrais dire que oui, mais là, il ne fait entre guillemets que, même si c'est un super travail, les sommets des bosses pour faire mal aux autres sprinteurs ou même sur le plat dans la finale. Donc, je pense que c'est même important pour lui d'aider. Je pense que comme Pedersen le ferait, en tout cas quand il sait le faire, sur les étapes pour lui. Donc, pour moi, je pense que ça n'a pas en tout cas grande incidence sur son classement. Ok, maintenant peut-être parler donc d'une parce qu'on a vu Dan Hall, etc. Donc Lionel Trey qui était vraiment très en forme. Ça, je te rejoins à 200%. Je pense que Vasech ira très loin dans sa carrière s'il continue une bonne progression comme ça. Il a été, comme tu l'as dit, entaché par des chutes et par des problèmes de santé au début de saison qui ont ralenti son printemps, mais je suis persuadé que dans le futur à venir, ça va être un grand aussi pour les Flandriennes. Le sens de la course, c'est comme s'il avait déjà 35 ans alors qu'il en a il a le même âge que Timonet, je pense, ou un an de moins. Je pense Donc, qu'il va rester chez Trek, toi? je pense que si Lidl Trek le perd, c'est vraiment une grosse perte, hein, parce que le mec, maintenant, il sait tout faire. Il Puis est c'est poisson l'équipe qui, c'est une pilote. équipe Il qui lui est... convient aussi, je Ouais, trouve. ouais, vraiment. Et il a trouvé sa place, alors que trouver sa place dans un gros groupe comme Lidl Trek, les places sont chères. Je pense que, à mon avis, il rentre bien aussi dans la cohésion d'équipe parce que c'est une genre d'équipe où si tu, en plus des résultats, il faut être bien dans l'équipe au niveau, enfin, pas amusement, mais bien-être, etc. Parce que des bons coureurs, il y en a, enfin, tout l'effectif est vraiment bon. On peut Ouais, parce qu'il parler. faut que psychologiquement être intégré dans l'équipe et que tout le monde soit bah, dans une dynamique, comme on le voit. Ça n'a peut-être pas trop été le cas chez Astana pour faire un parallèle, mais je pense que la dynamique de fait de gagner, mais je pense que la dynamique interne a changé Ouais. en dehors du sportif. Je pense que c'est un peu redevenu un peu une grande famille, on gagne ensemble, one team, one goal. Donc je pense que c'est, comme tu l'as dit, hyper important, hein. Une dynamique où c'est un peu moins bien, c'est chez Visma depuis le début de saison et puis depuis même plus d'un an. Wout van Aert a commencé ce Giro avec une maladie, enfin, pas, il est plus malade, mais il était malade encore jusqu'à très peu de temps avant le Giro. Il n'a pas pu se préparer comme il faut. Il se sent pas à 100%. Est-ce que tu penses que c'est une bonne chose de commencer un grand tour? Allez, on va quand même dire quand tu t'appelles Wout van Aert, donc tu as quand même l'expérience, tu connais ton corps, en étant pas à 100% de sa forme et peut-être que ses capacités ne sont pas au top pour l'ensemble du grand tour. Ouais, je suis d'accord avec toi. J'avais fait un parallèle dans la dernière vidéo avec sa Vuelta de l'année passée, où il a commencé, on ne savait pas non plus trop exactement son niveau ni où il en était. Et finalement, ça s'est super bien passé. Il a augmenté de niveau plus le grand tour se déroulait. Il a dit dans une interview que c'était pareil. En tout cas, il a dit que il pensait que son niveau allait augmenter de plus en plus. Moi, je sais pas trop, mais je pense que c'est Vanna, je pense qu'il se connaît, je pense que c'est Visma.
On connaît les données. Si on l'a mis là, c'est pas pour rien. Donc à voir. Mais je pense que il se connaît et je pense que plus les étapes vont avancer et plus il y aura les étapes longues, plus mieux ça peut lui convenir. Alors peut-être que je me trompe et qu'il est peut-être pas trop bien et que ça va pas trop aller, mais je pense que t'es pas totalement d'accord avec moi. Mais moi je vois le positif et je pense que ça va aller de mieux en mieux. Voilà. Bah, et donc, tu vois Wout van Aert finir ce Giro. Je le vois finir ce Giro. Moi, je suis un peu sceptique. J'adore Wout van Aert, c'est un de mes coureurs préférés. Mais j'ai un peu l'impression que là, on repart pas sur une bonne base. En fait, je trouve on a eu du mal à démarrer ces périodes de classiques. On était un peu déçus, on a eu du mal, un peu peur dans le peloton au début. Puis on était peut-être un peu trop, on voulait peut-être un peu trop le faire gagner Wout van Aert à travers la Flandre. Puis au final, il revient en forme. Il revient bon, il finit ses classiques de la meilleure des manières avec un podium, enfin non, avec 2 médailles en chocolat, je pense, Ouais. sur que ce soit Paris-Roubaix ou que ce soit le Tour des Flandres. Et puis il fait l'Amstel. Donc pour moi, c'était déjà beaucoup d'énergie, je trouve, pour lui et beaucoup d'énergie mentale surtout. Et ici, on le refait démarrer un grand tour pas de la meilleure des manières. Je trouve que c'est dommage de ne pas avoir fait une impasse. C'est vrai que ça fait 2 ans de suite qu'on fait une impasse sur le Giro. C'est dommage. Mais on est dans un contexte où ça m'aurait pas choqué. J'aurais été triste, mais ça m'aurait pas choqué de dire, bon bah voilà, on fait une pause, on attend et on recommence sur le Tour de France et on va sur la Volta après, comme l'année dernière. On va chercher une revanche sur cette Volta où on ne l'a pas fini. Donc pourquoi pas, et je trouve ça un peu prendre des risques sur la fin de carrière d'un coureur de pouvoir recommencer un grand tour sans avoir fait de pause et en étant malade entre les classiques et le Giro. Oui, je suis un peu d'accord avec toi. Et j'avais une question, parce qu'on a parlé de la dynamique de l'équipe juste avant, et tu parlais que chez Visma, Ouais. ça allait pas trop fort. On sait que Visma est une des équipes assez précurseurs en termes de professionnalisme, de développement de la performance, etc. Et moi, c'est une remarque que je me fais, j'ai un peu l'impression des fois que on s'amuse pas assez chez Visma, alors que dans d'autres équipes, même des grandes équipes, à la Mhm. pointe de tout, bon, on va pas prendre l'exemple du AE, parce qu'ils sont au-dessus du lot, donc je pense que c'est différent, mais j'ai l'impression que beaucoup d'équipes qui ont une bonne dynamique, bah, on s'amuse, le vélo, on est là pour s'amuser. Et quand je regarde l'équipe, je me dis, est-ce qu'ils s'amusent vraiment? Est-ce que Van Aert prend autant de plaisir sur le vélo que de dire, bah, oh, on va peut-être un peu délaisser les grandes courses, s'enlever un peu de la pression, aller des fois sur des plus petites courses pour gagner, aller se prendre plus le temps, alors que, bah oui, on en parle beaucoup, je pense que, je vais pas dire que ça le déplaît, parce que je pense qu'il sera très fort, mais Vingegaard, on en a déjà parlé plusieurs fois, qu'il faut aucune course avant le Tour de France. Van Aert qui a un peu du mal depuis quelques années avec ses chutes, etc. Où je pense que le programme est assez bien géré, mais où c'est vrai que des fois il y a d'autres choix qui pourraient être faits. Moi, ma question, c'est est-ce que tu penses pas Ouais, que le fait je d'être de comprends bien. pousser à la performance, etc., c'est pas un peu contre eux finalement pour le psychologique des coureurs, Ouais, je etc. pense que t'as raison, mais j'ai peut-être un élément de réponse à ça. Ça me fait penser un peu à Ineos jusqu'à peut-être cette année ou l'année dernière. C'est que bah, c'est des équipes qui ont eu des moments de gloire, on va dire. Donc des équipes qui ont pour l'instant encore dans leur effectif, ou même dans le staff, des gens qui ont connu les meilleures années de Visma. Donc on a gagné le Tour de France, je sais pas, on a gagné Milan-San Remo. C'est des moments vraiment hyper importants. On est champion d'Europe, enfin, il y a plein de moments super importants, des moments clés, et c'est des coureurs qui ont tous connu ça. Et quand on voit que ben on passe de gagnant quasi chaque week-end à peut-être être aller pas finir top 5, pas finir top 10 d'une course, ou ne pas pouvoir rivaliser à la pédale, mais qu'il faudra changer au niveau sens tactique. Je trouve que, à mon avis, les coureurs qui sont là depuis des années, ils ont perdu cette petite euphorie de victoire, ils sont plutôt là en se disant, bon, ici, est-ce qu'on va pouvoir gagner plutôt que, allez, il faut que je gagne, il faut que je sois bien aujourd'hui, c'est peut-être une pression qu'ils se mettent parce ils ont toujours eu des résultats plus tôt dans leur carrière, plutôt que maintenant, ici, c'est différent, peut-être un peu plus de lassitude au vu du cyclisme moderne qui arrive, parce que énormément de jeunes arrivent. Maintenant, il y en a quand même aussi des jeunes hein, chez Visma, mais on voit que ces jeunes-là, la plupart du temps, ils marchent. Enfin, les Van Dijk l'année passée, bah, on a vu une éclosion de Ouais. 2 coureurs. Ici, cette année, Brennan,
C'est un Ouais. coureur qui est en train de d'éclore. Coyle a toujours marché au final. Donc, est-ce que c'est pas cette base vieillissante de chez Visma qui est en train de justement aller enfin, assombrir cette équipe? Ouais, c'est une belle réponse. Je sais pas trop, je pense que ouais, c'est vrai que quand on y pense, c'est vrai que bah, dans beaucoup d'équipes, ça, mais il y a des jeunes qui sont de plus en plus jeunes, qui viennent de Ouais, plus en plus forts, et des plus vieux. Je pense que c'était Thomas De Gendt sur la fin de sa carrière qui disait ça, qu'on ne sait plus suivre parce que les bah jeunes oui. sont très forts, très fougueux, de plus en plus jeunes. Mais je pense que il y a des éléments de réponse, je pense qu'il pourrait en avoir plusieurs, parce que après il y a des circonstances atténuantes, il y a aussi beaucoup de chutes. Ouais, J'ai ouais, l'impression que les c'est chutes ça. impactent beaucoup plus le cyclisme, on en parlera une autre fois, sinon ça fait un XM débat, mais les chutes impactent beaucoup plus le cyclisme aujourd'hui et sont malheureusement de plus en plus graves, de plus en plus graves parce que peut-être qu'on a plus de vitesse, parce qu'on a plus de pression, de je ne sais pas. Mais c'est vrai que c'est, alors que j'ai l'impression qu'il y a même seulement 10 ans en arrière, on voyait beaucoup moins des coureurs qui avaient des chutes et qui restaient à l'arrêt 6 mois, 9 mois, 1 an sans les voir sur un vélo ou en tout cas sans les voir en compétition. Ou peut-être qu'on en parlait moins aussi parce qu'on était moins avertis, je sais pas. Mais je pense que ça joue énormément et que. Voilà, enfin bref, c'était une question que je me Ouais. posais, j'ai envie de Bah, te pour parler. revenir sur le Giro, on a vu quand même donc 3 belles étapes. Est-ce que le parcours, on va encore rester sur les étapes en ligne, le parcours, tu trouves qu'il a été bien fait, bien réalisé et que ça a donné du suspense jusqu'à la fin? Oui, moi je trouve que oui, je trouve que le parcours était pas mal. 2 étapes en ligne qui se ressemblent pas du tout en termes de finale, mais qui se ressemblent en termes de dénivelé, donc ça veut dire des difficultés différentes. On en a parlé, plus des bosses un peu plus courtes au départ et plus proches de l'arrivée pour la première étape, tandis que la troisième étape c'était des bosses, voire des cols plus longs, mais Ouais. plus loin de l'arrivée, donc c'était assez différent, il y en avait un peu pour tout le monde. Je pense que les sprinteurs vont être contents d'avoir l'étape de ce mardi pour un peu s'exprimer parce que c'était quand même difficile. D'ailleurs, la preuve, il n'y a aucun vrai gros sprinter qui passe. Alors que des sprinters, il y en a quand même beaucoup sur ce Giro. Ouais. Donc, Mais je pense c'était que bien fait le parcours. les sprinters et l'organisateur se pensaient peut-être que ça allait être moins difficile peut-être pour Peut-être la le troisième étape. peut-être la troisième étape, ouais, parce que on s'attendait peut-être à avoir des coureurs plus rapides qui accompagnent plus. Ou en tout cas, ce que ça monte moins vite ou que ça Ouais. puisse revenir Mais ici, après. Lidl Trek n'a pas laissé la chance aux autres en fait, et c'est aussi un sens tactique et un jeu tactique qui a bien marché. Passons peut-être au chrono, avec un chrono qui a vraiment été, comment dire, bah, c'est pas vraiment des surprises, mais je trouve que on voyait les hommes en forme dans ce chrono. C'était pas spécialement les Et j'ai l'impression qu'il spécialistes. y en a beaucoup des hommes en forme. Ouais, c'est vrai. Mais il n'y a pas eu énormément de différence entre les coureurs. Enfin, ça peut arriver quand même. Parce que c'était un chrono à 12 ou 13 kilomètres, Ouais, je sais 13 plus. km à peu près. Et pas, pas très dur, on va dire. Donc, il n'y a pas énormément de différence. Mais on peut voir, on peut classer quand même. On va avoir des indications pour l'avenir du classement général, non? Oui, c'est sûr, bah, comme on en a parlé légèrement dans l'intro. Donc là, c'est Tarling qui gagne ce Ouais, chrono. Donc évidemment, l'ancien champion d'Europe le champion de Grande-Bretagne de la discipline, qui gagne d'une manière impressionnante, comme un peu tous les chronos qu'il fait. Je pense qu'il a 80% de victoires de tous les chronos de sa carrière en professionnel, ce qui est pas trop mal. Cette année, il est à 100%, parce que c'est seulement son deuxième chrono ah et, ouais. et c'est sa deuxième victoire. Il avait gagné au Tour du AE. Mais il bat de très peu un Roglic qui, sur un chrono très court, avec un final quand même assez technique, avec des ronds-points, des demi-tours à 180 degrés, etc., la preuve qu'il est en forme. Parce que, Oui, parce qu'en plus, le vent était de plus en plus fort à la fin et n'était pas spécialement bien mis pour les coureurs du chrono. oui, et puis on a vu aussi, moi, il y a quand même des gars que j'ai envie de citer, en tout cas pour les gars du classement général pour le moment, genre un Carapace, qui pour moi, sur un chrono, perd pas tant de secondes que ça. Je pense qu'il perd 35 secondes, voire un peu plus. Bah, au total, il a Euh, 46 secondes au général pour l'instant après 3 étapes. Donc ouais, il est vraiment proche. Si on peut aller dire les plus proches, il y a ben, donc, Ayuso qui est à 25 secondes de Pedersen. Donc Roglic est à 9 secondes de Pedersen. Donc il n'y a que 16 secondes d'écart.
Après, derrière, on a Del Toro, je vais quand même le mentionner parce que c'est 26 secondes. Après, on a Max Pool qui fait un très bon début de Giro. On en parlait qu'on espérait qu'il allait faire quelque chose au général. Ben, là, il est en plein dedans. Il va, à mon avis, Et continuer quand Bardet être a bien. chuté en plus, je pense, hein. Ouais, mais il est toujours pas loin, je pense. Enfin, si, il est quand même à 1 minute au général, mais je pense pas que ce soit vraiment ça qui impacte. Après, on a Tiberi, Storer qui sont à 35 secondes plus ou moins, donc c'est vraiment pas loin. Et on a Pellizzari à 40 secondes. Est-ce que Pellizzari va pouvoir potentiellement aller avoir sa carte, pas sa carte, mais pouvoir accompagner jusqu'à un moment où il faudra vraiment se sacrifier pour Roglic? Oui, je pense que oui. Après, je pense que l'objectif c'est Roglic et puis basta, j'ai envie de dire, même si c'est toujours bien d'avoir plusieurs cartes. Mais je pense que surtout avec le chrono qu'il a fait, je pense que s'il n'y a pas de problème, l'objectif de la Bora c'est tout pour Roglic. En plus, ils ont eu le maillot, ils ont eu, enfin j'allais dire l'intelligence de le perdre, non, ils ont même pas eu le choix parce que Ouais. Pedersen a gagné l'étape, mais c'était pas trop mal fait et ils restent au général avec de l'avance sur tous leurs adversaires après seulement un premier week-end passé sans embûche. Il y a quand même eu des chutes et tout, on en parlera après, mais on n'a pas parlé sur la première étape, mais la chute de Landa qui était Ouais. quand même pour beaucoup un des leaders pour le Ouais, podium, pour en le tout podium, cas des favoris, ouais. pour le top 5 ou en tout cas pour le podium, qui chute et qui abandonne dès la première étape. Chute assez impressionnante d'ailleurs. Ou Max Pool aussi, je pense qu'il est tombé, a été ennuyé dans cette chute. Et Jay Vine aussi, qui lui par contre n'a pas été impacté parce qu'il fait un super chrono. Ouais. Mais donc voilà, donc je pense que ce sera tout pour Roglic, moi. Ok, et chez UAE, on voit Ayuso qui est plus ou moins dans la même seconde que Del Toro. Devant lui, il y a McNulty. Pas loin derrière, on a Adam Yates qui est à, si je dois le chercher dans mes notes, à 45 secondes de Pedersen, donc à 36 secondes de Roglic. Est-ce que, à un moment donné, là, quand on a autant de cartes et qu'on n'a pas de responsabilité sur les épaules, vu qu'on n'a pas de maillot rose, est-ce qu'on sacrifie déjà des coureurs? Oui et non. Bon, ils n'ont pas de maillot à défendre pour le moment ni à contrôler. Je pense que eux le fait de manière intelligente parce qu'il y a toujours une équipe qui est intéressée en début de tour pour rouler. L'étape de mardi est assez plate, donc ce sera les équipes de sprinters. Après, je pense que ce sera quand même l'équipe du maillot rose qui va prendre la poursuite. Donc, je pense que les étapes de ce mardi et de ce jeudi vont être assez importantes. De ce mercredi et de ce vendredi, pardon, vont être assez importantes parce que c'est des étapes difficiles et oui, il y a une petite hiérarchie pour le moment en termes de temps, mais ça reste un chrono court et puis des secondes, des fois en cyclisme, ça peut être beaucoup, mais sur un grand tour, sur une arrivée, n'importe lequel des leaders peut perdre du temps. Donc je pense un peu que on pourra faire le point déjà, même si c'est pas le plus gros col, mais il y a une arrivée au sommet mercredi. Donc déjà faire le point là, parce que s'il y a une petite cassure, ou même dans la dernière bosse, le petit rempaillant final, on pourra déjà là dire ce qui se passe et comment ça roule. Après, je pense qu'un McNulty est extrêmement fort, mais je pense que pour la haute montagne, l'école très dure, il sera peut-être un peu lourd. Donc je Ouais, pense que c'est vrai. lui, c'est peut-être lui, même si c'est lui le mieux placé, c'est un peu contradictoire, mais je pense que c'est lui qu'on, entre guillemets, sacrifierait en premier. Maintenant, Del Toro, il est encore jeune, mais pourquoi pas? Et Pourquoi puis pas? un J-Vine qui est quand même assez loin maintenant, qui est à 4 minutes. Ça reste quand même quelque chose qui va être compliqué à remonter, même si, comme tu l'as dit, ben, après 3 étapes, ça veut rien dire. Ça peut toujours, il peut se replacer plus tard au général sur une étape de montagne. Donc, pour toi, ce chrono, est-ce qu'il a été impactant pour ce classement général? Oui et non. Je m'attendais à voir plus d'écart, même s'il était court, c'est vrai. Mais on voit sur les chronos depuis quelques années qu'il y a d'énormes différences entre les équipes qui ont un très bon setup chrono, hein. On voit dans le top 10 du chrono ici, on a 3 UAE et 3 Trek par exemple. Donc c'est la preuve qui marche très bien. On a vu, j'ai parlé de Carapaz, mais on peut parler de beaucoup d'autres coureurs du général qui n'ont pas perdu tant que ça. J'ai envie de dire, on peut parler de Bernal, on peut parler d'autres coureurs qui ont pas perdu tant que ça, surtout que à cause des chutes, encore une fois, etc. On n'a pas parlé d'un G, mais qui lui a perdu du temps sur la Ouais. première étape. Arensman aussi, qui a perdu du Arensman temps. aussi. Ça, lui, il est un peu plus loin, mais il est quand même encore là. Il est à 2 minutes. Donc, Ouais. Et 2 G un minutes, peu c'est moins, je loin, pense. mais ça reste quand même quelque chose qui est. Enfin, on peut toujours aller chercher
pas mal de coureurs avec 2 minutes d'écart, et c'est sur Pedersen, donc c'est déjà 9 secondes sur Roglic, mais par exemple par rapport à Bernal, bah, Bernal est à 57 secondes au général, donc ça reste loin pour 3 jours de course, mais c'est quand même pas non plus à l'autre, enfin c'est pas après 1 heure qu'il faut aller rechercher quoi. Oui, c'est sûr. Maintenant, après 3 jours, avoir déjà du retard en 30 secondes et une Ouais. minute 30 sur Roglic, et presque sur Ayuso, qui sont quand même les deux mecs Mhm. de qui on parle le plus en termes de favoris pour la victoire finale. euh, c'est quand même psychologiquement pas top, même si pour certains coureurs, le chrono c'est un peu sauf qui peut, et c'est un peu, bah, c'est bon, c'est passé, je pense, même à Bardet par exemple, je pense que c'est passé, ouf, là maintenant on va pouvoir Souffler. prendre du temps, ou en tout cas ne moins en perdre ou ne plus en perdre. Ok, et maintenant, ben, si on devait, parce qu'on a parlé pour ce chrono plutôt du général, si on devait, tu devais te dire ton top 3, est-ce que ça reste le même ou est-ce que tu changes un peu de ce que tu as dit la dernière fois? On sait pas trop en dire, c'est vrai que le chrono, comme on le dit tout le temps, est un bon curseur de forme. Mais moi j'avais mis Storer sur le podium la dernière fois, c'était un peu ma grosse cote, mais Et il fait un très bon début de je Giro. vais le garder parce qu'il est toujours dans le top, il est dans le top 10 d'ailleurs du général. Et sinon ben, j'avais mis Roglic et Ayuso, donc j'avais pas pris trop de risques. Mais voilà. Et toi Bon. ton podium? Ouais, moi je vais quand même un peu changer. Je pense que Bernal c'était vraiment le choix du cœur et je me rends compte qu'il n'est peut-être pas il est toujours là, mais il est déjà toujours très bien placé sur le début du peloton. Il est toujours présent. Mais il y a un coureur qui me fait vraiment bonne impression. C'est Simon Yates. J'ai l'impression qu'il est prêt et donc il a pas perdu trop de temps sur ce chrono. Donc j'ai envie de le mentionner lui et ça va peut-être changer encore d'ici. Enfin, on avance donc on verra que ce sera différent. Mais franchement, j'aime bien ce classement général. Je trouve que par rapport à l'année dernière, bah, il y a c'est beaucoup plus serré au niveau du niveau et il y a beaucoup plus de grands noms. Donc ça me fait vraiment plaisir. Comme tu l'as dit, Landa est tombé. Est-ce que tu penses que au niveau de la sensation quand tu as vu la chute, est-ce que ça va impacter son Tour de France ou pas? C'est difficile à dire. Maintenant, on a des coureurs qui ont des blessures, qui chutent et qui ont des blessures. On se dit, ils sont out pour 3 mois et après 2 semaines, ils sont sur le vélo. Et ils recourent presque directement. Donc, c'est difficile. Je pense que c'est la clavicule, je Non, non, crois. il y a une Ah oui, une vertèbre vertèbre. où il doit être immobilisé pendant quand même quelques semaines. Donc c'est quand même quelque chose Ouais. qui est vraiment difficile à savoir. Après, je pense que quoi qu'il arrive, une chute, c'est jamais prévu. Donc, quoi qu'il arrive, dans un programme, ça impacte. Qu'on Ouais. le veuille ou non, même si c'est psychologique, je pense que ça impacte. Maintenant, s'il arrive à rapidement revenir sur le vélo, à s'entraîner, il y aura le curseur de la fraîcheur, entre guillemets, parce qu'il n'aura pas 3 semaines dans les jambes en plus. Même si je pense que Landa, c'est pas ça qui l'arrête. Et je pense qu'il est même bien quand il fait 2 grands tours sur la saison. Alors, après, pour continuer dans les étapes en ligne, on a eu un Sylvain Moniquet qui est sorti, qui a été chercher le maillot à poids pour les 2 premiers jours. C'est quand même quelque chose qui est bien pour la Belgique et pour le coureur en lui-même. Oui, c'est bien un peu pour la confiance. Ouais, Pour la confiance pour lui, pour l'équipe. Première étape, être devant sur le premier grand tour de l'année, avec la télévision partout dans le ouais, monde, bah, c'est super bien pour le sponsor, pour lui, pour le psychologique. Il nous avait dit que son objectif c'était une victoire d'étape, ouais, que ce soit pour lui ou pour l'équipe. Donc voilà, je pensais qu'il allait encore être devant peut-être à la troisième pour le ouais. maillot, mais d'ailleurs il a eu raison parce que l'échappée s'est fait reprendre avant le gros col qui valait pour le plus de points, Et on a vu donc tant Fortunato mieux. sortir à ce moment-là et Ouais, aller chercher justement avec lui aussi Bilbao. le maillot de meilleur grimpeur pour maintenant les prochaines étapes parce qu'il a quand même 28 points déjà. Donc pour aller le chercher, il faudra quand même Ouais. pas mal batailler. Et c'est vrai que cette anticipation de Bilbao Fortunato était quand même assez spéciale, mais je pense que Fortunato n'a pas vraiment envie, enfin n'a pas une arrière-pensée du général en tout cas pour l'instant. Et chez Astana, pas du tout. Je pense qu'on va aller chercher les étapes et ce qu'on peut prendre en points UCI, on va dire. Ouais. Mais donc Fortunato voulait ça et Bilbao, qui est quand même déjà assez loin en général, a voulu peut-être anticiper un moment plutôt d'apaisement de Lidl Trek. Mais au final, il n'y a pas eu du tout de moment où ça se regardait. Ouais, c'est sûr. Bah, je pense que l'avantage du Giro, en fait, au niveau du maillot à poids, c'est qu'il y a beaucoup de points.
comparé au Tour de Ouais. France et à la Vuelta. Même les petites bosses, après j'ai pas exactement le nombre de points distribués, mais même les troisième catégories, les deuxième catégories, c'est beaucoup de points distribués pour beaucoup de coureurs, pas seulement pour les trois premiers. Donc non, je trouve ça bien, je pense qu'il y aura de la bagarre. C'est même peut-être pas impossible qu'on voit un Sylvain à l'avant pour cette quête du maillot à poids dans les grosses étapes de montagne avec les gros cols. Parce qu'on sait bien que souvent au début de tour, bah, il y a beaucoup de bagarres pour des petits points, alors qu'en fait, des fois, il y a une étape où il y a directement x4 au niveau des points. Donc voilà, je pense que c'est toujours une belle bagarre. Et merci aux organisateurs du Giro Ouais. de faire, bah, comme on en avait parlé, les secondes supplémentaires avec le kilomètre Red Bull. C'est beaucoup de points pour ces maillots à poids, le maillot cyclamen, etc., etc. Ouais, non, t'as raison, à 200%. Euh, Peut-être mention que pour Pluimers, qui était encore là pour le. C'était ma petite surprise pour le Giro, qui était encore là à la première étape, mais avec la chute qui a été gêné, donc il n'a pas pu sprinter. Donc, grosse mention pour le parcours, même si on a eu une chèvre qui a traversé le peloton et qui Un a chef joué au qui a fait de la rugbyman. boxe, Ouais, visiblement, ou du ouais. MMA. Ouais. Ouais, non, c'était assez drôle comme image, mais heureusement, il n'y a pas eu de chute, mais ça aurait On a eu pu. un chien aussi dans le Ouais, final. ouais. Donc ça, c'est peut-être les petits hicks, on va dire, mais les organisateurs ne peuvent rien faire contre ça, je pense. Moi, Mais je voulais... maintenant, en parlant du parcours, est-ce que tu as... qu'est-ce que tu en penses des 2 ou 3 prochaines étapes du Giro? Juste avant, je voulais juste Ouais. redire un petit mot sur notre bon vieux Tom Pidcock, Ah ouais, c'est vrai. que j'adore voir sur un autre tour que le Tour de France. Évidemment, hyper talentueux, mais il était là à la première étape. C'est génial parce que c'est un racer, c'est un gars, voilà, il est là pour soit des victoires d'étape, soit pour le général. Ça, on n'est pas encore décidé, enfin, d'accord dans l'équipe, mais il est là, il fait quand même le sprint, il vient claquer une cinquième place. Ouais, ouais. Je pense, mais parce qu'il n'y avait pas de gros sprinter. Encore hier, lors de la troisième étape, il frottait, il essayait de se placer. Des occasions, il y en aura beaucoup. On a dit qu'il y avait beaucoup d'étapes en descente. Enfin bref, c'était juste. J'ai bien aimé, alors qu'on a eu que 2 étapes qui lui convenaient pas forcément, sa manière de courir. J'ai Ouais, adoré. t'as Donc, t'as raison, et chapeau. en plus, ça montre l'intention qu'il a. C'est qu'il veut vraiment être performant et vraiment se montrer qu'il veut de là, mais il y a aussi un coureur que j'ai envie de mentionner. C'est Piganzoli, qui est 17e au général. C'est le premier coureur, bah, il y a Pidcock, mais d'une Conti italienne qui, Hmm. qui est classé au général. Et je pense qu'il fait un très bon chrono. Il est toujours dans les 2 groupes quand il arrive. La première étape et la troisième étape. Donc je pense qu'il a des arrière-pensées de général et pourquoi pas. Ouais, c'est sûr, pour des sponsors italiens, pour Ouais, l'équipe italienne, c'est hyper important d'être présent là. Et à un niveau comme ça, après Pigonzoli a beaucoup de talent. Et je pense que ça fera plaisir à Boris ouais. qu'il soit C'est pour aussi ça que je le bien. mentionne. Et Ça fait plaisir à Boris. je me réjouis de le voir sur les étapes difficiles, ce que ça peut donner. Ouais. Donc voilà, maintenant alors passons peut-être au scénario des prochaines étapes avec donc demain, donc mardi, avec une étape plutôt taillée pour les sprinters. Oui, une étape, bah, je pense 700 mètres de dénivelé, alors que les premières étaient très dures. Une étape assez plate. Je pense que toutes les équipes de purs sprinters vont droit arriver au sprint, surtout l'équipe de Groves Alpecin, la Visma avec Coil, etc. Donc je pense que avec Fretin aussi, la Cofidis. Donc je pense que il y a beaucoup de chances que ça arrive au sprint, ou alors il y a très peu de chances que ça n'arrive pas au sprint, mais parce que les équipes de sprinters ont faim et c'est demain. Si échappé il y a, est-ce que tu aides Lidl Trek en tant qu'équipe de sprint? Je pense que oui. Pedersen est fort, est très fort. Maintenant, en sprint pur, je pense qu'il y a match, ça se vaut. Donc oui, moi je pense que j'aide le Trek pour rouler. Ouais, moi aussi, parce que ben, on parle des sprinters. Il y a pas énormément, il y a beaucoup d'étapes comme on a eu avec la première et la troisième étape où c'est un peu dur, pas trop facile. Donc quand on a une étape comme celle-ci où c'est quand même assez simple, on va dire, ben, on a envie d'arriver au sprint. On n'a pas envie de se faire niquer pour une échappée. Donc je pense que les équipes vont mettre facilement un homme à rouler pour aider les Lidl Trek, pour aider Alpecin, parce que je pense qu'Alpecin va aussi prendre la chasse. Mais le lendemain, on a allez, peut-être favori pour cette étape de sprint. Je vais quand même dire Groves parce qu'on l'a pas vu du tout, et je pense que, comme je l'ai déjà dit dans notre dernière vidéo, il a tout un train que pour lui, ce qui le différencie, je pense, des autres sprinters. Donc moi je vais dire Groves. Ok, ben Toi? personnellement, je pense que
je pense, comme tu l'as dit, le poisson de pilote est très important à l'heure actuelle sur ces sprints-là. Il n'y en a pas pendant toutes les équipes. Donc, pour moi, ça va être Olaf Koil parce qu'il y a Wout van Aert qui va pouvoir faire son boulot, d'aller le placer comme il faut au bon moment. Donc, personnellement, je suis persuadé qu'il va gagner cette étape. Ok, ben, bon prono. L'avissement, on aurait besoin, hein, comme on en a Ouais. parlé, on aurait besoin. Et au niveau de la deuxième, donc l'étape d'après, là c'est plus dur. C'est pas énormément de mètres de dénivelé, mais il y a beaucoup de petites bosses et de petits rampaillons dans le final. Je pense que l'arrivée, c'est au-dessus d'un gros faux plat, d'une petite rampe. Donc là, je pense qu'on verrait bien, même déjà des gars du général, ou alors un sprint rentre très fort. Et ma question, c'est de savoir, est-ce que tu penses que Pedersen pourra jouer la gagne là-bas ou trop Ouais, dur? non, non, je pense que ça va être vraiment. En fait, c'est difficile à dire, mais je trouve que ça va quand même être compliqué parce que tu as plusieurs ascensions dans le final. Et c'est chaque fois peut-être aller, aller un peu moins d'1 kilomètre ou 1 kilomètre. Et c'est des hauts pourcentages. Et c'est pour ça que personnellement, si je devais choisir un coureur, bah, moi ce sera Tom Pidcock. J'allais dire pareil, et moi je vais dire pas original, mais Roglic, parce Ouais, que je le vois à chaque fois, notamment quand il a gagné ses Vuelta, tout le temps être très fort dans les arrivées dures, mais pas trop dures au sprint. Dès qu'il y a du pourcentage et que c'est un sprint en boss, je pense que c'est un des meilleurs du monde à pouvoir faire ça en termes de puissance, d'explosivité, mais en étant un grimpeur et en passant toutes ces bosses-là. Donc je vais, grosse coche, mais Roglic. ouais, bah voilà. Bah, c'est vraiment, je pense, une étape qui va se jouer entre les favoris. J'ai du mal à voir un sprinter puncher pouvoir rivaliser avec les meilleurs. Maintenant, après, ça reste quand même possible quand on voit ce qui s'est passé sur les premières étapes. Il y a des coureurs comme Olar qui n'ont pas eu semblé être vraiment en difficulté. Donc, pourquoi pas, on verra. Mais en tout cas, c'est un Giro avec tous les jours de cette semaine. Vraiment. Ben, on ne sait pas vraiment quel Ouais. type de coureur va. Enfin, ça peut être convenir à beaucoup de monde. Et ça, je trouve que c'est passionnant parce que si ça pouvait être que des étapes comme ça, tout un grand tour, ça pourrait vraiment amener beaucoup de suspense, même pour le classement général. Mais après, je comprends qu'il y ait aussi la haute montagne, la grande montagne. Il en faut pour tout le monde. Et ce Giro régale vraiment tout le monde. Ouais, c'est vrai. Puis à part mardi, jeudi, qui seront théoriquement pour les sprinteurs, comme tu l'as dit, on sait pas trop pour qui ce sera. Et cette semaine va nous mener avec des étapes des fois difficiles, des fois moyenne montagne, ben, jusqu'à dimanche, avant le deuxième jour de repos, ben, dimanche au Stradé, sur les chemins blancs, où il y a plusieurs secteurs, où il y a plus de 30 kilomètres de chemins blancs, avec des petites bosses, Ouais. avec une arrivée à Sienne. Donc voilà, c'est vraiment des mini stradés et ben, je pense que toute cette semaine va être super super intéressante. Bah voilà les gars, dites-nous si vous avez un favori pour ce classement général pour les prochaines étapes. En tout cas, nous, on va refaire une vidéo d'ici peu, hein, parce que bah, c'est un grand tour, on adore ça, donc on va être là vraiment pour les moments importants. Donc dites-nous en commentaire, aimez la vidéo et abonnez-vous. Allez, ciao ciao. Ciao!